Europe 1, 8h34. L'heure de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il y a des confrontations, évidemment, celle des candidats à la primaire de droite. Le Parisien, qui a gagné le match retour? En une de Libération, c'est une flic et un juge qui débattent de la mésentente entre les deux institutions. Interrogatoire croisé. Et puis au Royaume-Uni, on ne sait plus vraiment qui s'oppose à qui depuis que la Haute Cour de Londres a imposé au gouvernement de demander l'aval du Parlement pour engager la sortie de l'Union européenne. Les Échos, Brexit, le coup de théâtre de Londres. Le débat de la primaire, donc. Alors, de la vie générale, on s'est moins ennuyé que la dernière fois, ou que la première fois. Ça, c'est vrai. Un débat plus enlevé, nous dit Libération sur son site, qui relève les moments forts, les phrases emblématiques de chacun. Alors, le Parisien, comme la fois précédente, nous fait le bilan du match. Alain Juppé imperturbable, Nicolas Sarkozy expérimenté, François Fillon rigide, NKM percutante. En fait, la presse se délecte essentiellement des attaques. Quand c'est trop bien élevé, on s'ennuie. Bref, on retiendra ce que Guillaume Tabar, dans le Figaro, appelle un sketch à la Raymond Devos autour des noms de Bayrou et Barouin. Sinon, il y a Nicolas Sarkozy et la Libye. Ah bah oui, ça, le journal de Le Monde est paru hier midi, à quelques heures du débat. Une sortie calculée, évidemment. En une, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi en décembre 2007 à l'Élysée. Et le titre, Les liaisons dangereuses de la Sarkozy. Le compte-rendu méticuleux d'écoutes policières auxquelles le journal a opportunément eu accès. Une occasion de croiser des intermédiaires interlopes, des anciens ministres libyens douteux et des morts aussi accidentelles que malencontreuses. Un coup de téléphone, par exemple, en mars 2015, dans lequel l'avocat franco-djiboutien Mohamed Aref lance à son confrère malaisien Siva Rajendram, l'acheteur des 2 tableaux de Claude Guéant. Oui, il cherche le lien avec Kadhafi, mais il ne cherche pas au bon endroit. Alors il y a des présomptions, il y a des attitudes effarantes, comme celle de l'intermédiaire Alexandre Djouri, amateur de noms d'emprunt et d'argent liquide, mais aucune preuve. Alors, faute de preuves, on se contentera de la métaphore chère à François Fillon. Vous imaginez le général de Gaulle recevant un Alexandre Djouri à l'Élysée ? Toujours dans le Monde, vous nous parlez du Big Data. Oui, c'est une enquête passionnante sur les publicités politiques qui inondent les smartphones et les boîtes mail des Américains. Du malaise d'Hillary Clinton aux propos sexistes de Donald Trump. En fait, d'ailleurs, ce sont les publicités négatives qui sont celles qui marchent le mieux. Mais comme l'explique l'article, le ciblage devient de plus en plus précis. Un véritable écosystème d'agences de communication et de start-up spécialisées s'est constitué, alors en quasi-totalité dévoué à des causes dites progressistes et donc à la candidate démocrate. Leur rôle, croiser les listes électorales et leurs 197 millions de noms et d'adresses avec les bases de données des sociétés de marketing qui savent tout et n'importe quoi de n'importe quel Américain à partir du moment où il possède une carte bancaire, une carte de fidélité d'un magasin ou un compte sur une boutique en ligne. Auparavant, explique le patron d'une de ces boîtes, il y avait un mur entre les données de l'Internet et celles du monde réel. Nous avons réussi à le faire tomber. En France, nous dit l'article, la législation est très restrictive. Mais divers porte-parole de l'industrie publicitaire préconisent l'instauration d'un système à l'américaine. Pour le plus grand bonheur, évidemment, de nos voisins d'outre-Atlantique, puisque les Américains sont leaders mondiaux de la publicité commerciale sur Internet. On termine avec Donald Trump. Mais oui, il remonte dans les sondages. Alors les Échos nous expliquent que les marchés tremblent. Mais Libération a décidé de nous rassurer un peu. Président des États-Unis est un job de dingue, figurez-vous, et au sens propre. Oui. 3 chercheurs ont passé au crible la biographie de tous les présidents américains. Résultat, 49% remplissent des critères suggérant des troubles psychologiques. 24% de dépression, 8% d'alcoolisme, 8% de comportement bipolaire. Theodore Roosevelt, par exemple, qui traite ses opposants d'humanitaires professionnels et masculés ou d'hermaphrodites politiques, c'est élégant. Calvin Coolidge, qui lors d'une partie de pêche essaie sadiquement de planter son hameçon dans la main de l'un de ses gardes du corps. Oui. John Kennedy et son addiction aux anxiolytiques et aux amphétamines. Et alors la palme pour Lyndon Johnson, dont le sujet de conversation favori était son sexe, qu'il avait surnommé Jumbo, et qu'il faisait admirer à ses collègues députés au Congrès, dans les toilettes, ou alors aux journalistes, lorsqu'il urinait en plein air devant eux. Alors je me suis posé la question en comparant avec le débat d'hier, est-ce que la décence qui retient nos politiques est suffisamment forte, ou bien est-ce que c'est le contrôle du financement et du marketing politique qui empêche qu'on tombe là-dedans ? Je pense que parfois les contraintes libèrent beaucoup. La revue de presse de Natacha Polony qui nous fait faire la connaissance de Jumbo ce matin. Merci Natacha et à lundi matin.